Washington pour essayer de trouver une issue à cet imbroglio autour du plafond de la dette. Des discussions très commentées sur les réseaux sociaux. Très commentées sur les réseaux sociaux et certains considèrent que c'est déjà plié, qu'on va sortir de cette crise interminable. En tout cas, c'est le point de vue de Jérôme Godefroy qui, sur son compte Twitter, écrit « C'est la fin du 18e shutdown fédéral américain depuis 1976. La routine, quoi. Ça se termine toujours par un compromis, jamais la peine de s'affoler. En tout cas, ce n'est pas forcément terminé, mais beaucoup considèrent que c'est en bonne voie. Et puis, des réactions du côté des citoyens américains, comme cette jeune femme, Kelly Valentine, sur Twitter, qui se présente tout simplement comme une citoyenne américaine. Elle dit « Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec la politique de Barack Obama, notamment en ce qui concerne la santé, mais je désapprouve au plus haut point ce shutdown. Sincèrement, une citoyenne américaine. » Et puis, ce tweet plein d'ironie de Naufel qui dit « Ouf, le monde est sauvé de justesse. Les États-Unis se sont mis d'accord pour s'endetter encore plus et rideau pour la pièce théâtrale shutdown. » Ce n'est pas tout à fait rideau, mais presque. Les médias se sont fait l'écho d'inquiétudes qui ont dépassé, on l'a vu très largement, les frontières de l'économie américaine. Alors on a beaucoup parlé de la Chine, notamment du côté de la Tribune, avec Pékin qui s'est beaucoup inquiété et qui a même interpellé le Tea Party en leur expliquant qu'il c'est ne sa fallait pas tirelire qui est en jeu. C'est sa tirelire, 1300 milliards de dollars en bons du trésor dans les caisses chinoises, en expliquant au Tea Party qu'il ne fallait pas être aussi intransigeant. Le Tea Party qui a répondu occupez-vous de vos affaires, mais justement c'est leurs affaires aux Chinois que cette affaire du shutdown. Et puis, alors on a parlé des musées fermés, on a parlé des parcs fermés, mais la Silicon Valley aussi est touchée par ce shutdown. C'est ce que nous explique le journal du net. Alors, touché en quelque sorte par ricochet parce que du côté de la Silicon Valley, il y a un certain nombre d'entreprises de pointe qui ont besoin de faire valider tout un tas d'éléments comme des autorisations d'exporter, des brevets qui sont bloqués, mais aussi de l'argent qui sert aussi à soutenir tout un pan de l'économie américaine qui reste bloqué. Évidemment, ça touche cette partie des États-Unis du côté de la Silicon Valley. C'est ce que nous explique donc le journal du net. Et puis, je vais vous montrer ce dessin de presse partagé sur les réseaux sociaux du côté de l'International New York Times. Alors, c'est vrai que le gouvernement est fermé. Tribune, oui, exactement. Il faut le rappeler pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Alors, dans ce dessin, on voit les autorités américaines qui disent oui, le gouvernement est fermé, mais les discussions, elles, sont ouvertes avec ces deux actualités qui s'entrechoquent, l'Iran et le nucléaire. Et puis, plus anecdotique, sur le site de The Atlantic, ce renard qui, lui, est ravi du shutdown parce que, étant donné que les jardiniers sont en nombre réduit, il peut se balader tranquillement dans les jardins de la Maison-Blanche sans trop de risques. En France, c'est l'affaire Leonarda, elle qui fait le buzz. Alors on en parle beaucoup ici sur le site de Rue 89. La politique du chiffre a maintenant un prénom. Leonarda, écrit Daniel Schneiderman, et il revient sur les circonstances de l'expulsion de cette jeune fille de 15 ans. Alors ce qui a choqué, ce n'est pas seulement cette expulsion, mais aussi les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, notamment le fait qu'elle a été cueillie en quelque sorte pendant une excursion scolaire, que sa professeure a été appelée directement par les autorités pour exiger que le bus qui transportait les enfants s'arrête sur un parking d'un collège. Elle dit elle-même s'être sentie humiliée d'ailleurs devant ses camarades de classe. Exactement, elle le dit dans une interview à RTL. Et puis on retrouve le déroulé de cette expulsion sur ce site éducationsansfrontières.org. Ça fait couler beaucoup d'encre, autant pour les conditions de l'expulsion que pour l'expulsion elle-même. Alors une affaire, une de plus, qui provoque la zizanie au sein du Parti socialiste. Une énorme zizanie qui est racontée ici sur le site du Monde, une décision choquante pour une grande partie des socialistes. Je vais vous montrer quelques tweets qui sont tellement virulents qu'on les croirait venus de l'opposition. Del Pera, ce compte Twitter est celui d'un secrétaire national du PS à la recherche. Il écrit « Personnellement, je ne me vois pas rester à la direction du PS si rien n'est fait pour Leonarda. J'en tirerai les conséquences, donc des démissions possibles. » Et puis celle de ce tweet de Sandrine Mazetier qui s'en prend au préfet qui doit être convoqué et sanctionné. Sandrine Mazetier qui avait déjà accusé Manuel Valls d'avoir un institut de sondage à la place du cerveau. Exactement, on en avait parlé ici même il y a quelques temps. Et puis cet autre tweet, là, c'est beaucoup moins une surprise, Jean-Luc Mélenchon. La honte, du pain béni c'est maintenant,
Exactement. Rendons Valls à Le Pen, vivement la gauche en France, hashtag Leonarda. Et puis du côté des Verts aussi, très critique, avec Jean-Vincent Placé qui explique qu'il a signé cette pétition qu'on peut retrouver sur ce site avaz.org, où on parle d'une décision inhumaine. Enfin, moi, avec eux, il n'y a pas de doute. On sait que si deux restent au gouvernement, ils seront écologistes. Hein. C'est clair. Et puis Claude Barthelone, c'est peut-être le tweet le plus partagé. Il y a la loi, mais il y a aussi des valeurs avec lesquelles la gauche ne saurait transiger sous peine de perdre son âme. Et oui, c'est Manuel Valls, hein, le ministre de l'Intérieur, qui est clairement pointé du doigt hein, par ses amis socialistes. Pointé du doigt, on le retrouve ici sur le site de RTL, où il explique que cette décision semble justifier, en tout cas il justifie les conditions de cette expulsion, mais sur RTL on retrouve surtout ce que vous évoquiez il y a quelques instants, les paroles de cette jeune fille. J'avais honte, j'avais mal au cœur, je veux retourner à l'école, ici on dort sur des bancs. Et puis, pour finir, sur le Huffington Post avec Jean-Marc Ayrault qui explique que s'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé. Merci Karim, voilà ce qu'on pouvait dire donc de cette affaire. Léonardin, on vous retrouve dans la suite de Paris Direct. On passe maintenant à notre focus du jour. À l'heure où il devient de plus en plus compliqué pour les étrangers en situation irrégulière de résider en France, l'affaire de la jeune Léonarda renvoyée au Kosovo avec sa famille est encore venue nous le rappeler aujourd'hui. Eh bien, il y a une activité qui prospère à l'ombre des expulsions, le trafic de faux papiers. Aucun chiffre n'existe en la matière, hein, pas la peine de chercher, vous ne le trouverez pas. Les autorités refusent délibérément de communiquer. Mais nos reporters Sonia Patricelli, Yves Irvine et Sylvain Rousseau ont pu constater à quel point il est facile de s'en procurer dans les rues de Paris. Rappelons que la fabrication de ces faux documents peut valoir à leurs auteurs jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Quartier Barbès à Paris, au lieu du trafic de faux papiers. Ici, il ne faut que quelques minutes pour acheter un visa ou une carte d'identité falsifiée. La police démantèle régulièrement ces réseaux, mais impossible de les faire disparaître complètement. Notre journaliste que l'on voit de dos se fait passer pour un réfugié syrien à la recherche de papiers. Les premières personnes qu'il rencontre sont capables de l'aider. Notre journaliste a versé un acompte. Il a donné son nom, une adresse et un lieu de naissance à Paris, ainsi qu'une photo d'identité. 24 heures plus tard, la carte est prête. Notre journaliste paye le restant de la somme et obtient, en prime, une attestation de carte vitale. Quelle est la qualité de cette contrefaçon, achetée 200 € en pleine rue? Pour le savoir, nous nous rendons au bureau de la fraude documentaire. Il dépend du ministère de l'Intérieur. Une quinzaine de personnes travaillent ici sous les ordres du commandant Willem. Leur mission, détecter les documents douteux et former les agents qui effectueront des contrôles sur le terrain. Le commandant nous montre d'abord les sécurités présentes sur le passeport biométrique. Vous avez donc des surimpressions fluorescentes, un fil de sécurité fluorescent, des fibres fluorescentes, de couleurs différentes, de quantités et dispositions aléatoires. C'est un très bon passeport. On a très peu de falsifications, très peu de contrefaçons. Nous lui soumettons ensuite notre carte d'identité achetée à Barbès. Il accepte de l'examiner. Vous avez vu le temps que ça m'a pris, Ce super ordinateur permet d'effectuer des comparaisons et d'exposer le document sous différentes sources de lumière. On expose le document sous UV. Le document flash, donc ça veut dire qu'on n'a pas de papier fiduciaire. Le papier fiduciaire, un papier sécurisé que l'on trouve aussi dans la fabrication des billets de banque. Notre carte a donc été fabriquée avec du papier ordinaire. Le commandant Willem lui fait passer un second test. On va augmenter l'intensité de la lumière qui traverse le document. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ce document-là laisse passer la lumière. Et à ce moment-là, la lumière passe, on voit un motif apparaître. C'est filigrane. Ce document-là, il est totalement opaque. Sur la CENI française, si vous n'avez pas de filigrane, c'est une CENI contrefaite. Pour le commandant Willem, la contrefaçon que nous lui présentons est d'un niveau moyen. C'est celle rencontrée habituellement par les policiers. Malgré cela, il estime qu'un agent qui n'aurait pas été formé à la détection de faux papiers pourrait très bien n'y voir que du feu. La CENI française, c'est vrai que c'est un document ancien, d'une vieille génération de documents. Donc forcément, il y a de la fraude dessus, ce qui est normal, parce que c'est un titre intéressant. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra qu'on passe sur un document d'une génération future.
Pour la plupart des personnes sans papier, ce n'est pas la qualité qui compte. Des documents mal imités suffisent pour obtenir un emploi dans les secteurs où la main-d'œuvre est rare. Restauration, ménage, BTP. Les faux papiers, le seul moyen pour les migrants clandestins de travailler en France. C'est exactement ce qu'a fait Mohamed. Arrivé d'Algérie en 2008 avec un visa de tourisme, Mohamed a d'abord été déménageur avant de travailler sur les chantiers. Son salaire lui permet notamment de louer son appartement, 500 € par mois, et d'envoyer de l'argent à sa mère, restée au pays. La carte française pour travailler. Il y a 6 mois, Mohamed a signé un contrat avec une société de travaux publics. Il est maintenant proche d'obtenir une carte de séjour officielle. J'ai rentré dans le circulaire de Valls. J'ai 6 fiches de paye, il reste 2 pour faire une carte. C'est du vrai bulletin, c'est pas du faux. Hein. Il est persuadé d'avoir pris la bonne décision en venant en France, même s'il a enfreint la loi pour y parvenir. Voilà, et restez avec nous, on se retrouve dans un instant, juste après la météo, pour la suite de Paris Direct, et on verra notamment comment les choses évoluent du côté de Washington, où on semble être tout prêt maintenant de faire passer le fameux accord du Sénat à la Chambre des représentants. Restez avec nous.